plaît. Voilà, ne prenez pas peur. Bienvenue, à toutes et bienvenue Najla. Merci d'avoir accepté, notre invitation. Hem, Ah, je vais te laisser parler de toi, le temps d'ouvrir la présentation et qu'on l'affiche à l'écran. Est-ce que ça te va? oui, c'est parfait pour moi. Super. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Najla Garbi et je suis copywriter. Donc, je suis copywriter depuis plus d'un an. J'ai accompagné une dizaine d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à augmenter leur taux de conversion et à augmenter leurs ventes sans passer par la case augmenter la publicité. Donc, et ensemble, en fait, on a réussi à générer 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, en fait, je travaille exclusivement. Ah d'accord, ok, ouais, bah écoute, envoie-moi ses coordonnées. Je vais couper le micro d'Aminata, pardon. Vas-y. Merci. Et donc, du coup, aujourd'hui, je travaille exclusivement avec les marques de cosmétiques et de bien-être parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème sur ce marché. On va en reparler plus tard. Et voilà, donc je les accompagne à augmenter leur taux de conversion sans avoir un produit extraordinaire, on va dire, ou révolutionnaire, et sans miser beaucoup sur le budget pub. Donc là, je suis présente sur LinkedIn, donc vous pouvez me retrouver là-bas. Je publie 3 à 4 fois par semaine du contenu relatif au marketing, au copywriting et, euh, et tous les jeudis, voilà. Et tous les jeudis, je publie un contenu où j'analyse justement un email ou un contenu d'une marque de beauté et de bien-être. Voilà. Donc, est-ce que je peux passer? Non, je peux pas passer. Ah si. Ah, Alors, peut-être que je peux. Alors, attends. On va essayer comme ça. Bon. oui, j'arrête le partage d'écran ou? Non, je pense qu'on peut laisser ça comme ça. OK. Comme ça, je peux. Et là, j'ai juste une question. Est-ce que c'est là c'est toi qui fais défiler ou c'est moi? Ouais, là, c'est moi pour j'arrête le partage, vois si ça fonctionne de ton côté de nouveau. Ah. Ta, ta, ta. Non, non, Ah j'arrive oui, il y pas. a vraiment un problème, ouais. Il y a un Bon, écoute, souci. ouais, On est désolé. on va reprendre ça. Du coup, c'est moi qui vais afficher et Oui, puis voilà, OK? oui. Mm, parfait. Alors déjà, c'est quoi le copywriting? J'embraye, hein, sur la présentation, tu vas nous dire c'est quoi et puis ça va me permettre d'afficher, l'écran. Ça te va? D'accord, C'est oui. comme ça, allez, Alors, le vous allez y copywriting, on en entend souvent parler depuis ces dernières années. Et il y a un mythe autour du copywriting, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, le copywriting, c'est simple. C'est juste une compétence en marketing et en beaucoup de choses, mais c'est une compétence en fait qui permet de faire comprendre à la personne d'en face que votre produit est fait pour elle, tout simplement. Et ça, c'est grâce au texte. C'est Mmh. la définition la plus simple pour justement, parce qu'il y a plein de définitions, mais celle-là, c'est celle qui reste le plus simple. Et en fait, c'est faire comprendre à une personne que votre produit est le produit idéal et le produit parfait pour résoudre son problème. OK. Et alors, dis, comment ça se passe, quoi, de manière, concrète? Si, voilà, Est-ce- comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et là, j'ai enfin pu afficher, la présentation. D'accord. Donc, je vais déjà vous présenter le programme d'aujourd'hui et ensuite, on va plus parler copywriting et les Ouais, idées reçues. Donc, déjà, on va parler du copywriting, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on va parler des idées reçues à propos du copywriting. Il y en a beaucoup. J'en ai sélectionné les 4. Donc, on dit que le copywriting, c'est du SEO. On dit que le copywriting, c'est que de l'écriture. On dit que le copywriting, c'est de la manipulation. Et on dit que le copywriting, c'est le nouveau hack pour vendre plus. On va voir tout ça ensemble. Ensuite, on va parler de l'importance du copywriting dans l'industrie de la cosmétique, plus particulièrement. Et pour finir, on va parler de comment le mettre en place pour faire la différence sur un marché concurrentiel.
On va parler de l'ultra-spécificité. On va parler du principe don't tell show, c'est-à-dire ne dis pas, prouve-le. On va parler du storytelling. Et pour finir, on va parler de l'email marketing. On est bon? Oui, on est bon. C'est parti. Donc, je vous ai défini un peu le copywriting, ce que c'était. Donc, c'est une compétence qui permet de faire comprendre à une personne que votre produit est fait pour elle, grâce au texte. Donc, on va décortiquer ça en deux parties. Ça veut dire faire comprendre à une personne... Ah, on peut retourner avant? Tu allais trop vite. Oui. Faire comprendre à une personne que votre produit est fait pour elle. Donc, déjà, pour lui faire comprendre, il faut déjà connaître la personne qu'on a en face. On est d'accord? Et pour ça, justement, on utilise un outil qui s'appelle l'avatar client. Donc là, tu peux passer. Donc, l'avatar client, c'est le portrait de votre client idéal, votre client parfait. Et s'il vous plaît, l'avatar client, c'est pas je vends mon produit à une femme de plus de 60 ans qui veut atténuer les signes de l'âge. C'est pas ça un avatar client. Un avatar client, c'est beaucoup plus poussé que ça. Un avatar client, c'est un ensemble de questions auxquelles il faut répondre précisément pour justement l'impacter, pour avoir un impact conséquent. Donc là, je vous ai mis quelques questions qu'il faut se poser justement. Ça, c'est un travail qu'il faut faire avant la rédaction, avant tout le reste. Et il faut se poser des questions sur le métier de la personne, sur son rapport à l'argent. Est-ce qu'elle est dépensière ou moins dépensière? Au temps, est-ce qu'elle a assez de temps pour passer une heure à faire sa skincare routine ou pas du tout? C'est une personne pressée. Quel est le problème? Quel est le problème de cette personne-là? Le vrai problème, parce que on peut dire qu'une personne qui a de l'acné, son problème, c'est qu'elle a de l'acné. Mais ça, c'est pas le vrai problème. Le problème racine, c'est l'impact de cette acné sur sa vie. Le vrai problème, c'est le regard des gens. C'est ça le vrai problème. Donc, lorsqu'on rédige, il faudra appuyer sur ces points-là. Bien sûr, il faut pas justement, il faut appuyer sur ces points-là, mais tout en parlant du produit. On verra ça après. Ensuite, en quoi ce problème la dérange dans sa vie? Comment est-ce que ce problème dérange cette personne dans sa vie? Qu'est-ce que cette personne a essayé pour régler ce problème-là? Par exemple, si la personne a des rides, est-ce qu'elle a essayé des patchs? Est-ce qu'elle a essayé des crèmes? Qu'est-ce qu'elle a pu essayer? Est-ce que ces problèmes, est-ce que ces solutions, elles ont été efficaces ou pas? Pourquoi elle choisirait votre produit et pas un autre? On sait que c'est un marché qui est concurrentiel, donc il faut trouver un angle de différenciation. Comment le produit va faciliter son quotidien? C'est important aussi de répondre à cette question de façon très précise. Qu'est-ce qu'elle va perdre si elle n'achète pas votre produit? Et au contraire, qu'est-ce qu'elle va gagner si elle achète votre produit? Et aussi, quelles sensations, quelle sensation la personne va vivre lorsqu'elle va régler ce problème-là? Et pour finir, qu'est-ce que vont en penser les proches? On est des êtres humains, on vit en société et quoi qu'on dise, le regard des autres, il est important. Et on est toujours content d'avoir des compliments. Donc ça, c'est une liste, ça, c'est une petite partie des questions auxquelles il faut répondre avant de commencer la rédaction, avant de commencer tout ce qui a un rapport avec, tout ce qui a un rapport avec l'écriture. Parce que vous allez voir, le copywriting, c'est pas que de l'écriture, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on avait dit dans la définition qu'il faut connaître la personne d'en face. Donc là, l'avatar client est là pour connaître la personne d'en face. Il faut aussi connaître le produit qu'on va vendre. C'est-à-dire tous les produits qui composent, toute la composition du produit et toutes les étapes de fabrication. Donc, c'est deux points qui sont importants. Et dans la définition, on avait dit grâce au texte. Alors, les textes, tu peux passer s'il te plaît? Alors, les textes, il y en a beaucoup. Et en fait, c'est ces textes-là que le copywriter peut rédiger. Alors, il y a la page de capture d'email. C'est la page que je vous ai mis à droite.
Ensuite, il y a la fiche produit, vous connaissez tous, c'est la fiche où il y a l'image et ensuite il y a la description du produit. Il y a la page à propos dans laquelle en fait, on raconte l'histoire de la marque. Ensuite, un copywriter se charge aussi des emails de la newsletter. Il se charge des publicités Facebook et il se charge aussi des VSL, c'est-à-dire les scripts de vidéo de vente. Voilà. Est-ce qu'on peut passer? Les idées Alors, reçues. alors déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? Je ne sais pas s'ils peuvent parler ou pas. Oui, bien sûr, ils savent, et je vais le redire, je ne l'avais pas rappelé, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion ou prenez la parole, tout simplement. Alors, donc là, on va parler des idées reçues. Il y en a beaucoup. Et on va essayer de démystifier le vrai du faux. Donc, la première idée reçue, c'est que le copywriting, c'est du SEO. Alors, c'est faux. Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Et en fait, le SEO, c'est de la rédaction qui permet de, en fait, séduire l'algorithme de Google, séduire le moteur de recherche pour qu'il nous fasse une faveur, entre guillemets, et qu'il nous fasse qu'il nous fasse apparaître dans les premiers résultats de recherche. Donc, le SEO, ça a un but de visibilité, c'est-à-dire apparaître pour le plus de monde, alors que le copywriting, c'est un but de conversion. C'est-à-dire que le copywriting est là pour séduire le visiteur et lui donner envie d'acheter le produit. Donc le SEO, c'est de la visibilité. Le copywriting, c'est de la conversion. C'est Ça veut transformer. dire, pardon, je t'interromps, ça veut dire on suppose qu'il est déjà dans notre univers, sur notre site, dans notre environnement, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous, en fait, le copywriting se charge juste de transformer le trafic qu'il y a sur le site, les gens qui visitent le site, en clients et les faire passer à l'achat. Ok. J'ai une question. Bonjour. Oui, bonjour. Du coup, ouais, enfin, l'explication du SEO et du copywriting, enfin, c'est moi, je comprends personnellement. Par contre, enfin, ma question, c'est, enfin, je comprends que le copywriting, c'est pour séduire, mais dans le SEO, en fait, parce que j'y suis actuellement, je bosse sur le sujet, le copywriting, c'est quand même le texte qu'on va mettre sur la page de son site. Et le texte qu'on va mettre sur la page de son site, c'est ça qui va permettre en fait le référencement dans Google. Donc, OK, le SEO, c'est différent du copywriting, mais le copywriting, il doit quand même faire un peu enfin, le texte doit pouvoir permettre de faire du SEO derrière. Parce que c'est ce texte qu'on va mettre sur la page et c'est les mots-clés qui vont permettre justement d'avoir le référencement de Google. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, est-ce que enfin, le copywriting, ce n'est pas du SEO, mais ça doit permettre de faire du SEO quand même? Oui, alors en fait, le copywriting, quand il est bien fait, ça, c'est une pierre deux coups, c'est-à-dire que non seulement il aide les personnes à acheter, mais aussi ça optimise automatiquement le SEO. Par contre, si on fait appel qu'à un rédacteur SEO, bah, le but du rédacteur SEO, c'est juste c'est un but de visibilité, c'est tout. Donc, Oui, oui, je vois, mais ce que je voulais, enfin, ma remarque, c'était, OK, c'est deux choses différentes, enfin, différentes, mais enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Le copywriting ne va pas sans le SEO, en fait, parce que du coup, effectivement, l'objectif, c'est de faire acheter, oui. mais comme c'est sur les pages, pour déjà que la personne vienne et ait envie d'acheter, il faut déjà qu'il puisse trouver la page. Donc, du coup, il faut qu'il soit optimisé SEO pour que derrière, on clique dessus et après, lorsqu'on arrive sur la page, qu'on ait envie d'acheter. Alors, oui, oui, je comprends, mais il y a un côté où je ne suis pas d'accord parce que tu as dit que il faut qu'ils trouvent la page. C'est vrai, mais ça, c'est pour les personnes qui cherchent sur Google. Par contre, pour les personnes qui tombent sur le site via une influenceuse, par exemple, ou via une publication, là, le SEO Google, en tout cas,
Oui, dans ces D'accord. cas, effectivement. Sauf qu'en fait, on se rend compte que, en tout cas, moi, je me rends compte que les réseaux sociaux et les influenceuses, c'est une infime partie de ce qui fait vendre aujourd'hui. Enfin, et Google, c'est vraiment Intournable, quasiment. ouais, c'est le truc où on ne peut pas se passer, en fait. Donc, mais je suis d'accord hein, sur le fait qu'effectivement, si on y tombe via notre page Instagram ou via les influenceuses, effectivement, on n'en a pas besoin. Mais je pense que comme aujourd'hui, vraiment, Google, en tout cas, les moteurs de recherche, c'est vraiment des aspects où on doit vraiment investir pour vendre, en tout cas, pérenniser les ventes. Et du coup, ouais, enfin, d'où la remarque de oui, ok, c'est fait pour faire vendre, il faut donner envie d'acheter, mais je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment cette optique de SEO derrière. Mm. Oui, l'un ne Je- va pas sans l'autre de Exactement, manière ouais, générale et il faut aussi bien, alors après chacun sa stratégie, ouais. on peut dire, bon, je vais pas trop miser sur le SEO, mais ce que je comprends, c'est que dans tous les cas, le copywriting est convertir tout ce trafic qui finalement arrive, peu importe comment, il faut le convertir et vendre. C'est ça l'ultime finalité finalement du Mm, copywriting quand on est déjà sur le site. Et mm. c'est ça que je comprends, n'est-ce pas, Najla? Tu dis, Oui, la oui, remarque de Aminata, elle est très pertinente, surtout qu'on a fait des ateliers Google le mois Oui. dernier. Mm. Et c'est pour ça, ça fait tilt tout de suite dans nos têtes, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. C'est ça. Bon, je Merci. libère la parole. Merci. Merci à donc, toi. donc là, on va passer au deuxième mythe, on va dire, c'est que le copywriting, c'est que de l'écriture. Alors, c'est faux, parce que le copywriting, c'est beaucoup plus que ça. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un avatar client à faire, il y avait des recherches à faire par rapport au marché, comment fonctionne le marché, tous les produits qu'il y a sur le marché, voir ce que font les concurrents. Donc ça, c'est un travail qu'on ne peut pas négliger. D'ailleurs, c'est pour ça justement que le copywriting, qu'une mission copywriting, une bonne mission copywriting, j'entends, ça prend minimum 4 semaines. Minimum. Donc, si vous voyez qu'un copywriter vous dit qu'il va faire ça dans 24-48 heures, c'est que le travail de recherche a été bâclé avant. Et pour moi, je dis que le copywriting, c'est 80% de marketing, 10% de psychologie et 10% d'écriture. Voilà. Donc, on passe à la suite. Alors ça, le copywriting, c'est de la manipulation. Alors, je peux comprendre d'où peut venir cette idée parce que l'équivalent du mot copywriting en français, c'est la rédaction persuasive. Et tout de suite, quand on entend persuasion, on entend manipulation, pas d'éthique, etc., etc. Et en fait, comme je vous avais vu tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 10% de psychologie parce qu'effectivement, on utilise des biais psychologiques. Un biais psychologique, c'est quoi? C'est un mécanisme de pensée qui est faussement logique. Quand on utilise ça lorsqu'on rédige des textes de copywriting. Et en fait, un biais psychologique, euh, on les vit tout le temps, on ne s'en rend pas compte. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, en fait, si vous allez au resto avec une amie et que cette amie-là, elle décide de vous inviter et de payer pour vous deux, automatiquement, vous vous dites que la prochaine fois, ça sera à vous de payer pour elle. Pourtant, il n'y a pas de pression, elle ne vous a pas mis le couteau sous la gorge pour payer. On est d'accord. Ça, c'est un biais psychologique qui s'appelle le biais de réciprocité. C'est un biais qu'on utilise beaucoup en copywriting et en e-commerce. Comment? En fait, lorsque vous recevez un contenu gratuit d'une personne que vous suivez, que ce soit un PDF, une vidéo privée, peu importe, inconsciemment, vous serez plus apte à acheter chez cette personne-là parce que vous vous sentez redevable. Alors, bien sûr, il y a des chasseurs de gratuit qui veulent que du gratuit, mais si vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça et justement, qui vous offrent du contenu gratuit, du contenu privé, des PDF, des conseils gratuitement, je ne parle pas de publication, je parle
justement, en fait, quand vous donnez par exemple votre email et que vous recevez le cadeau, ça, il y a un biais de réciprocité qui est activé. Parce que là, vous recevez le cadeau, vous le consommez ou pas, ça dépend, il y en a des personnes qui ne consomment pas. Mais lorsque vous recevez ce cadeau-là, vous vous sentez redevable envers cette personne-là. Ce qui est fou, c'est que c'est inconscient. Et donc, effectivement, les copywriters, il y en a qui utilisent beaucoup ce biais psychologique-là, il y en a d'autres. Après, les biais psychologiques, c'est, comme je vous ai dit, c'est que 10%. Et justement, ça fait pas tout. Ça fait pas tout le travail. Et c'est un outil comme un autre. C'est comme un couteau. On peut s'en servir en bien comme en mal. Il y en a qui l'utilisent pas bien. Il y en a qui le font avec modération. Mais c'est un outil qui est là et qu'on utilise pour vendre. Voilà. Donc, alors, le quatrième, c'est on dit que le copywriting, c'est le nouveau hack pour vendre plus. Alors déjà, il faut savoir que le copywriting, c'est pas nouveau du tout. Il existe depuis les années 50, à l'époque où la vente se faisait toujours par mail, par retour de coupons et tout ça. Donc, c'est pas nouveau. Et nouveau hack pour vendre plus, non. Parce qu'il faut savoir que le copywriting, c'est de l'optimisation. C'est-à-dire que si les bases du marketing ne sont pas respectées, si le positionnement n'est pas clair, si la proposition de valeur unique n'est pas si unique que ça, si l'offre elle est floue, et si, imaginons, il y a beaucoup de visiteurs sur le site, s'il n'y a pas assez de visiteurs sur le site, donc ces quatre choses-là, le positionnement mauvais, la proposition de valeur qui n'est pas unique, l'offre qui est un peu floue et qui n'a pas assez de visiteurs sur le site, on peut avoir le meilleur texte du monde, écrit par le meilleur copywriter du monde, il n'y aura pas de vente parce que les bases ne sont pas respectées. Donc, justement, avant de penser au copywriting, il faut que les bases soient déjà bien établies, que vous fassiez déjà des ventes. Et ensuite, là, vous pouvez penser au copywriting. Donc, si vous êtes toujours en phase de, vous n'avez pas encore lancé votre produit, le copywriting ne doit pas être votre priorité. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dans le copywriting, il y a du marketing. Donc, OK, vous ne pouvez pas faire appel à un copywriter pour qu'il rédige vos textes. Par contre, vous pouvez vous faire accompagner par un copywriter pour l'élaboration de toute la stratégie marketing. Voilà. Donc, déjà, est-ce que c'est clair pour vous, cette partie? N'hésitez pas à prendre la parole. Bah, peut-être que c'est clair. Peut-être que tout est bon. Donc, ça revient, ça, pour rejoindre ce que disait Aminata tout à l'heure, pour reboucler. Donc, il faut un préalable, le travail, le SEO un petit peu. Et tu disais avoir vendu un petit peu ou avoir quand même un minimum de trafic. C'est ça qui est dans ce quatrième point. Au-delà des aspects marketing, SEO, etc., tu dis s'il n'y a pas assez de visiteurs, pas besoin de miser trop sur le copywriting. Oui, parce que s'il n'y a pas assez de visiteurs sur le site, c'est qu'il y a un problème de trafic. Donc, on revient au basique, amener toujours plus de trafic, devoir amener toujours plus de trafic sur le site, quoi. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est de l'optimisation. On ne peut pas tout miser sur le copywriting, c'est pas possible. C'est pas du tout possible parce que, en fait, alors, en fait, c'est lié. Tout est lié. Tout est lié. La stratégie publicitaire, elle est liée avec le trafic qui vient, avec la conversion. En fait, il faut tout optimiser pour qu'un business tourne bien. Il y a une question d'Alexandra. Quel est le trafic acceptable? Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Alexandra? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Le minimum de trafic à partir duquel? Oui, bonjour. La question que je me posais, c'est en fait quel niveau de trafic on considère acceptable, par exemple, en nombre de visiteurs uniques par mois? Alors, je ne peux pas te donner un chiffre comme ça dépend de ton business.
ça dépend des stratégies en fait que tu as mis autour pour ne pas donner un chiffre comme ça au hasard. Ça dépend des objectifs de chiffre Ouais. d'affaires. Ça dépend du budget, ça dépend de beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est que le site il soit visible et qu'il y ait des gens qui viennent dessus. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 10 visiteurs, quoi. Oui, pas d'accord, ok. Merci. Voilà. Donc, on passe à la suite. Donc, l'importance du copywriting dans l'industrie de la cosmétique. Alors, pourquoi c'est important de mettre en place le copywriting le plus rapidement possible? Alors, l'industrie cosmétique, c'est un marché qui est hyper concurrentiel, hyper compétitif. Il est estimé à 483 milliards d'euros en 2019. Donc, c'est un marché où il y a beaucoup de monde, beaucoup de concurrents, beaucoup d'entrants sur le marché. Et le souci, en fait, c'est que c'est compliqué d'innover. L'innovation, ça demande du temps, des années. Ça demande de l'argent, beaucoup de budget. Et parfois, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Donc, en fait, il faut voir tous les leviers qui existent et essayer d'optimiser au maximum pour se faire une place sur ce marché-là. Pourquoi le copywriting? Parce que aussi, c'est un levier qui est assez inexploité en France. Donc, c'est un avantage pour les personnes entrantes ou les personnes qui sont déjà sur le marché. Et pourquoi aussi c'est un avantage? Parce que les marques, elles concentrent en fait plus leur effort sur la génération de trafic, sur des stratégies payantes, mais plus sur la conversion. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez un magasin physique. Vous faites tous vos efforts justement pour que des personnes rentrent dans ce magasin, découvrent le magasin et qu'elles rentrent dans le magasin. Vous distribuez des flyers, le bouche à oreille, peu importe votre stratégie, mais vous faites rentrer des gens dans votre magasin physique. D'accord, c'est cool, c'est super, c'est génial. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que la personne, elle passe à la caisse en fait? Parce que c'est bien d'avoir du monde, c'est bien d'avoir du trafic, c'est bien d'avoir des gens qui viennent, mais pour qu'une entreprise elle puisse survivre, il faut justement les faire passer à l'achat. Et donc, dans un magasin physique, il y a toujours la vendeuse à côté qui vous conseille, qui vous, qui vous, qui vous, qui vous donne une routine, qui vous aide justement dans votre processus d'achat et elle vous pousse un petit peu à aller vers la caisse pour acheter et à consommer. Mais en ligne, il n'y a pas de vendeuse. Il n'y a pas de vendeuse pour faire ce travail et pour convertir, pour faire passer justement les personnes de visiteurs à clients. C'est pour ça que le copywriting, c'est important dans cette industrie-là. Voilà. Alors, et là, on va voir comment mettre le copywriting en place pour faire la différence. Alors, là, on va parler il y a l'ultra spécificité, c'est le premier point. Alors, l'idée de base, je veux créer une marque de cosmétiques pour les peaux sèches. Ça, c'est une idée très basique et autant vous dire que rentrer dans le marché avec une idée comme ça, en 2022, c'est très compliqué, voire impossible. Donc ensuite, il y a l'idée améliorée. C'est je veux créer une marque de cosmétiques pour les peaux sèches des bébés. Donc déjà là, on a réduit un peu le champ de vision. On s'est axé pour les bébés uniquement. Mais cette idée-là, elle n'est toujours pas suffisante. Donc, il y a l'idée spécifique. Je veux créer une marque de cosmétiques pour la peau sèche des fesses des bébés. Donc déjà là, on est mieux que l'idée de base. On est d'accord. Donc là, déjà, c'est une bonne idée, mais on peut encore faire un pas en plus. Et ça, c'est l'idée ultra spécifique, c'est je veux créer une marque de cosmétiques naturelle pour réparer, hydrater les fesses des bébés prématurés. Boum. Vous êtes la seule marque sur le marché qui fait ça. Et en fait, là, le produit, il n'a pas changé, mais c'est juste la façon de communiquer dessus qui change. On aurait pu encore aller plus loin, mais je vous donne cet exemple-là, il est concret. Vous voyez que il ne faut pas avoir peur en fait d'être spécifique. Il ne faut pas avoir peur de... Parce qu'en fait, on ne peut pas viser tout le monde. Viser tout le monde, c'est viser personne.
Donc, il vaut mieux se concentrer sur une seule partie de la population, se concentrer justement sur un seul marché qui est niché, se nicher et, faire ses preuves et être la seule marque ou l'une des marques en tout cas qui fait ce produit-là. Et en fait, votre notoriété comme la marque qui fait ce produit-là, elle va vous aider à attirer peut-être que des mamans, peut-être qui ont des bébés, qui ne sont pas prématurés, mais qui ont la peau sèche, par exemple. Donc ça, c'est un concept qui est très important. N'ayez pas peur de vous spécialiser. N'ayez pas peur d'être niché, justement, d'être très, très spécifique. C'est ce qui va vous rendre unique sur un marché qui est concurrentiel. Voilà. Donc, ensuite, il y a le deuxième principe, c'est le don't tell, show. Ne dis pas, prouve-le. C'est un principe qu'on pourra appliquer partout, mais moi, je me suis plus axée là. Je vais parler des valeurs et des engagements d'une marque. Aujourd'hui, annoncer les valeurs et les engagements d'une marque ne suffit plus. Annoncer qu'une marque est végane et, et engagée envers l'environnement et genderless, et pour tout le monde, ça ne suffit pas. En fait, il faut le prouver. Parce que peut-être qu'avant, c'était un élément différenciant. Maintenant, c'est devenu une exigence pour intégrer le marché. Donc là, je vais vous donner un exemple d'une marque qui s'appelle Bioderm et justement de leur fiche produit, de leur sérum Blue Night Retinol. Et en fait, ils ont réussi justement à faire la différence parce qu'ils ont prouvé leur engagement. Ils ne se sont pas contentés de dire qu'ils étaient engagés envers l'environnement, ils l'ont prouvé. Alors, comment Oui. Alors, comment justement, en publiant des données qui sont normalement confidentielles à propos de leur impact environnemental, à propos de leur empreinte carbone, à propos de leur empreinte eau. Et elles ont aussi été transparentes sur le bureau justement qui a établi ces recherches-là. Et en fait, c'est ça qu'il faut. À chaque fois qu'on émet en fait, à chaque fois qu'on affirme quelque chose, il faut suivre ça par une preuve, que ce soit une vidéo, peu importe. Mais il faut prouver ça. On peut plus juste dire qu'on est engagé. On ne peut pas dire qu'on est engagé, on verse de l'argent à une association, point. C'est pas possible. C'est plus possible. Tout le monde fait ça. Et pour faire ça, en fait, il faut prouver. Donc là, je vous ai mis... tu peux passer, s'il te plaît? Oui. Là, je vous ai mis, par exemple, quelques questions à vous poser. Par exemple, si vous versez une partie de vos bénéfices à une association. Déjà, c'est quoi cette association? Elle sert quel but? Si vous versez des bénéfices en nature ou pas, c'est-à-dire, est-ce que c'est peut-être parce que vous pouvez verser de l'argent, vous pouvez aussi verser, par exemple, je sais pas. Alors, je vous donne un exemple. Si c'est une marque de perruques, par exemple, vous pouvez donner une partie de votre stock à des associations qui luttent contre le cancer du sein, par exemple, pour les personnes qui ont perdu leurs cheveux. Donc, ça peut ne pas être que de l'argent, mais généralement, c'est de l'argent. Si c'est de l'argent, combien d'argent? À quelle fréquence? À quoi sert cet argent-là concrètement? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Depuis que ça a été mis en place, quels ont été les changements qui ont été vus au niveau de cette association-là? Et est-ce que vous avez des photos, des vidéos, des témoignages pour prouver tout ce que vous dites? Et c'est important de mettre ça en avant parce que en fait, ça vous permettra d'être la marque qui aide l'association Intel. La marque, et en fait, c'est ça qu'on recherche avec le copywriting. Voilà. Donc, montrer l'impact aussi, quoi, de manière concrète. Oui, c'est ça. Là, en fait, toutes les entreprises, là, elles disent qu'elles sont engagées envers Oui, on l'environnement. l'entend, oui, tout à fait. Et en fait, quelles sont les actions concrètes en vue du concret? C'est facile de parler, mais en vue du concret, en fait. Et ça va créer une relation de confiance
avec le client. Le client vous fera confiance et il aura envie d'acheter chez vous et pas chez un autre. Parce que le produit, il y a plein de produits qui sont efficaces aujourd'hui sur le marché. Mais là, le consommateur, il cherche à créer un lien avec la marque. Il cherche à se sentir proche. Il cherche de la transparence. Et en donnant des informations, comme ce que la marque a fait, et la marque Bioderm a fait, ben, on se différencie du reste. Mhm. Voilà. Alors, le troisième point, c'est le storytelling. C'est raconter des histoires. Donc, l'histoire, c'est un moyen de communication qui existe depuis toujours, mais qui n'est vraiment pas assez exploité en e-commerce. Autant pour vendre des produits, des infoproduits, des produits digitaux, on utilise beaucoup le storytelling, mais en e-commerce, un peu moins. Pourtant, c'est un moyen qui est très efficace pour faire vivre une émotion au lecteur. Et pourquoi on veut faire vivre une émotion au lecteur? Quel est le but final? Le but, en fait, pourquoi on fait vivre une émotion à un lecteur? Parce que le lecteur, en fait, il achète avec l'émotion et il justifie l'acte avec de la logique. C'est très important de comprendre ce point-là parce que, par exemple, une personne qui achète une Rolex, elle n'achète pas juste une montre pour regarder l'heure. Elle n'achète pas, je sais pas combien de diamètre, ce matériel-là et tout. Non. En fait, une personne qui achète une Rolex, elle achète une sensation, la sensation de faire partie de l'élite, entre guillemets, de faire partie des personnes qui ont réussi dans la vie, de faire partie d'un petit groupe de minorités qui peuvent tout accomplir. Et pourquoi ça c'est possible? C'est grâce au storytelling. Et il faut savoir aussi que le lecteur, il ne se souvient pas sur le temps, sur la durée, je parle. Un lecteur ne se souvient pas des caractéristiques de la fiche technique, du gramme, du poids, machin. Non. Par contre, il se souvient si on lui raconte une histoire, il se souviendra de cette histoire. Et là, j'ai un exemple en tête là d'une marque. C'est la marque Les Secrets de Loli. Alors, est-ce que vous, maintenant, vous pouvez me dire précisément combien de gammes de produits elle a, combien de produits elle a sur son site, quelle est la composition de ces produits? Bien sûr que non. Par contre, on sait tous que la fondatrice de Les Secrets de Loli, elle a commencé dans un 8 mètres carrés dans sa cuisine. Ça, c'est une histoire on se souvient parce qu'elle est marquante et c'est une histoire qui nous prouve qu'avec de la persévérance et du travail, on peut réussir à accomplir de grandes choses. Et il y a aussi une autre marque qui a réussi justement son storytelling. Tu peux passer, s'il te plaît? Oui. C'est la Caudalie. marque Caudalie. Mhm. Alors, la marque de Caudalie, c'est une histoire d'un jeune couple à Bordeaux qui a fait une rencontre qui a changé leur vie. La rencontre d'un scientifique qui leur a parlé des bénéfices des pépins de raisin. Et pourquoi j'aime beaucoup cette histoire? Parce qu'elle est bien racontée. Elle est racontée en forme de frise chronologique. Et bon, là, j'ai pas pu mettre toute la suite, mais si vous allez sur le site de Caudalie, sur la page à propos, vous avez une frise de toutes les dates marquantes de Caudalie avec un petit descriptif et une photo. Et c'est vraiment bien fait, je trouve. Donc, si vous avez un peu de temps, vous pouvez aller voir ça. Mais c'est une histoire aussi qui est marquante. Pareil pour Caudalie, on ne sait pas combien ils ont de produits, on ne sait pas toutes les caractéristiques de leurs produits, mais on se souvient que c'est la marque qui fait ses produits grâce aux pépins de raisin. Et en fait, c'est le but qu'il faut réussir à faire. Et en fait, il faut raconter des histoires. Il ne faut pas avoir peur d'être vulnérable. Il faut raconter l'histoire de votre marque. Tu peux passer, s'il te plaît? Alors, il faut raconter l'histoire de votre marque. Comment vous avez eu le déclic pour créer votre marque? Quels ont été les sacrifices que vous avez dû faire pour votre marque? Quels ont été vos succès? Quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés tout au long de ce parcours entrepreneurial? Quels ont été les échecs que vous avez vécus? Il y a plein d'histoires à raconter. Il faut juste fouiller, il faut juste chercher, mais il y en a plein que vous pouvez
que vous pouvez justement raconter et mettre à votre avantage pour susciter de l'émotion chez la personne qui vous le lit, créer un lien fort avec votre audience et leur permettre d'acheter. Parce qu'on sait que le but, c'est de vendre. Et donc là, peut-être que vous vous posez la question de, OK, d'accord, là, j'ai plein d'idées, mais en fait, toutes ces histoires que j'ai à raconter, je les mets où? Alors, il y a déjà l'histoire principale, c'est l'histoire de la création de votre marque. C'est une histoire qui est importante, qu'il faut mettre en avant. Donc, il faut la mettre sur votre page à propos. Ensuite, pour toutes les autres histoires, que ce soit vos histoires à vous, mais aussi les histoires de vos clients qui sont satisfaits. Comment était leur vie comment était leur vie avant de connaître votre marque? Comment était leur vie avec leurs problèmes? Comment votre marque a pu changer leur vie? Comment elle leur a facilité leur vie? Donc ça aussi, c'est des histoires qu'il faut partager avec votre audience. Et donc, toutes ces histoires-là, à part bien sûr l'histoire de la création de la marque, toutes ces histoires-là, vous pouvez les raconter justement sur votre liste email, pour votre liste email, donc dans l'email marketing. C'est parti. C'est parti. Donc, J'ai une question, pardon. Oui, Oui, bien J'ai sûr. une question concernant justement le storytelling. Oui, Alors, moi, j'ai l'impression en tant que fondatrice de marque par rapport à ce que je vois sur le storytelling, que ce soit sur les sites web ou sur les réseaux sociaux, que les gens, les clients, en fait, sont plus à l'écoute des storytelling personnels, c'est-à-dire il faut leur raconter que pendant la création de son entreprise, exemple, je prends mon cas, que j'étais enceinte, que voilà, nanani, nanana, qu'il oui. faut que, pour les toucher plus, il faut raconter sa vie personnelle. Sauf que tout le monde n'est pas à l'aise. Moi, je ne suis pas à l'aise, en tout cas, de raconter ces genres d'histoires. Mais quand je le raconte à des personnes qui sont dans le milieu, parce qu'on est proche, etc., elles me disent, oui, mais c'est extraordinaire ce que tu as fait, mais il faut raconter ça. Or que pour moi, c'est personnel. Mais elles me disent, bah, aujourd'hui, c'est ce qui se vend. Est-ce que, le côté personnel, plus de la marque, de la fondatrice de la marque, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es du même avis sur le storytelling? Est-ce que c'est vraiment le storytelling personnel qui fonctionne aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que c'est mon impression et beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu me le disent. Donc, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, très bonne question déjà. Et en fait, le storytelling de la personne qui a fondé la marque est important. Donc, ça vend parce qu'en fait, on crée un lien privilégié on a l'impression en tout cas de créer un lien privilégié avec la personne qui a créé la marque. C'est pour ça qu'on aura envie d'acheter chez elle et pas chez un autre. Et storytelling, jusqu'à personnel, je veux dire, est-ce que les gens ont besoin de savoir que pendant ce processus, le côté personnel de la fondatrice, en fait, moi, c'est plus ça, en fait. Parce qu'expliquer, de dire oui, on a fait des études, on a fait des recherches, on a bossé avec les labos, etc., ça va dans la phase de la marque, mais raconter son histoire personnelle. Moi, ça me choque pas. Justement, Ça te choque, parce qu'on est dans c'est-à-dire? on est dans un secteur où on est obligé de passer par les étapes réglementaires. Si tu le fais pas, c'est même pas la peine. C'est même pas, mais c'est Et même qu'est-ce pas qui fait que c'est toi, Aminata, avec ton histoire, ton parcours? Tout à l'heure, Najla parlait d'unicité, de spécificité. Et c'est toi qui l'as fait. Beaucoup peut-être ont eu l'idée, mais c'est toi, avec ta persévérance, ton parcours, ton envie, le fait que tu aies eu ta grossesse. Peut-être que les hormones ont joué, je me permets ça, je ne sais pas. Oui, Mais c'est toi qui allais jusque-là et pas une autre. on est d'accord, mais sauf que tu Mais vois. il faut le raconter pour que, en plus des cosmétiques, c'est émotionnel, c'est tout ça. Ça remet le côté humain de ah oui, c'est cette personne qui a fait ça, et ça ajoute une petite touche que peut-être beaucoup d'autres et des plus grandes qui sont sur le marché depuis longtemps ne peuvent pas ou ne peuvent plus raconter parce que c'était une époque passée. Pour moi, Oui, vraiment,
je, C'est pas... je comprends, mais toi, on s'est vu dans le cadre du projet et donc c'est qu'on Oui, s'est vu que tu as su que j'étais enceinte pendant ce projet. oui. Mais et du coup, voilà, pour les gens qui le voient, bah, c'est pas comme si c'est à cacher, mais moi, j'ai vraiment du mal à raconter des histoires parce que ça, je trouve que c'est personnel quand même. Pas t'exposer, quoi. Exactement, À à toi de voir. m'exposer. Et j'ai l'impression que le personal branding, ben, on a pris l'exemple des secrets de Loli. Des secrets de Loli, on connaît son intérieur de chez elle. Non, mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On Oui. connaît chez elle, on connaît ses enfants, on connaît oui, oui, on sait si elle cherche une nounou pour ses enfants. Mais Ça, c'est autre chose, je oui, dirais. Oui, oui, mais c'est pas méchant, hein, oui, mais oui. c'est ça qui fait, j'ai l'impression que c'est ça qui fait vendre. Et moi, j'ai Ah, ce souci, et pourtant, Dieu sait que des fois, je rigole avec une copine, je lui dis, ma vie est super Instagrammable parce que voilà, moi aussi, j'ai une vie de famille, machin avec l'entrepreneur, mais j'ai du mal oui. à, On peut voilà. comprendre ça. Ça, je peux comprendre si c'est, je sais pas si on met le mot pudeur derrière ou le fait que tu ne souhaites pas montrer ça et que tu mettes une limite, mais parler de toi et de ton parcours, effectivement, et le fait qu'on découvre, ah bah oui, elle a fait ça pendant sa grossesse, elle a fait ça en plus avec ça, ceci, cela, et tu mets tout en boîte et dans un film, moi, je Ouais, trouve que c'est tout à fait pertinent et qu'il faut pas avoir peur. Après, tu t'arrêtes au bon moment. Tu n'exposes ouais, pas tes enfants, peut-être ton chez toi. ouais. C'est toi qui choisis. On n'est pas obligé de savoir ton chez soi parce qu'en plus, tu cuisines pas des plats chez toi. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, quoi. Donc, ouais, ouais. Non, c'est trouver la limite, c'est difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux ouais, et j'ai l'impression que les gens en demandent encore, quand je ouais, discute avec des personnes, les gens en demandent encore plus. Je discutais la dernière fois avec une influenceuse assez connue, elle me dit, mais Aminata, tu sais, moi, quand je poste des contenus sur des choses que je suis censée faire, ça n'a plus d'engagement. Mais dès que je fais un post où je mets ma fille ou quelque chose de personnel qui n'a pas rapport avec forcément ce dont j'étais là à la base, ça suscite un engagement, mais de ah oui. ouf. Bon, c'est une influenceuse. Elle fait ce qu'elle veut. Une influenceuse, je dirais, c'est différent de. C'est Enfin, différent. là, vas-y, hein, mais D'ailleurs, une c'est une question influenceuse. que je poserai à Gainaba de WAM. Oui, j'espère que ça va Euh, marcher, oui. Que... ouais. Bon, bref. Bon. Du coup, ouais, on en revient. Je sais plus c'est quoi la question. Faut pas que je monopolise. Mais qu'est-ce que tu penses de l'histoire du très personal branding dans le storytelling? Euh, Alors, le très très personnel, il fait vendre. On va pas se mentir, ça fait vendre. Par contre, on n'est pas obligé de le faire. Moi, quand je dis storytelling, c'est raconter l'entrepreneuse, c'est-à-dire ton parcours d'entrepreneur. Quels Mhm. ont été ce que tu as vécu en tant qu'entrepreneur, mais pas en tant que mère ou en tant que. Il y en a qui le font et ça marche. Mais pour moi, il faut savoir tracer la limite entre le personnel et le professionnel parce que, ça reste dangereux. Je hmm, m'explique. Si par exemple, si on commence à associer une marque avec nos enfants, notre vie hmm. personnelle, notre couple, etc., il suffit que, je sais pas, il se passe quelque chose de personnel dans ta vie et ça va impacter le business aussi. Ouais. Hmm, hmm. C'est Ouais, pour ça c'est que vrai, ouais. Moi, je suis convaincue de ça, ouais, c'est sûr, parce que du coup, enfin, s'il y a un bad buzz sur la vie personnelle, ça va forcément impacter. ça va impacter le business et c'est pas bon. C'est pour ça il faut tracer des limites, montrer le côté de l'entrepreneur, c'est-à-dire je vais chez mes fournisseurs, machin, nanana, raconter ça, comment ça se passe et tout. Euh, et le côté personnel, éviter. Pour moi, il vaut mieux éviter ça parce que ça peut causer des problèmes. Ça vend, oui, Ça ça va, vend, hein, ça va. mais ça vend beaucoup. Mais c'est mon avis personnel, c'est pas la bonne stratégie à Faut adopter. tracer la Ok, limite, ok, quoi. Ouais. merci. Ok, je vois. Bon, Il faut faire ça. Mm. Donc, ok, merci. il n'y a pas de souci. Donc voilà, il faut raconter, comme je vous disais, vos histoires et tout ça. Et les coulisses, par exemple. Les Ouais. gens, les gens sont curieux. Ils aiment bien voir les coulisses d'une marque et tout.
Je me souviens, il y a 2 ans, je crois. Bon, il y a une marque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque américaine. C'est la marque de Jeffree Star Cosmetics. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Et cette marque, bon, le fondateur, il est connu, machin et tout, mais cette marque, elle a explosé lorsqu'il avait fait des vlogs où il montrait tous les coulisses de la création d'une palette de cosmétiques de A à Z. Et en fait, ça plaît de montrer les coulisses d'une marque. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le vraiment. Que ce soit en format vidéo ou en format écrit, comme dans l'email marketing, par exemple. Donc voilà, là, on va parler du 4e levier et du dernier levier qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'email marketing. On va commencer par cette statistique qui dit que 1 euro dépensé en email marketing vous rapporte en moyenne 32 €. C'est une statistique qui a été faite par un cabinet de marketing en 2019. Et en fait, ça prouve que l'email marketing est l'un des leviers les plus puissants justement pour vendre. Quoi qu'en dise, pourtant, il est très très peu exploité en e-commerce, en industrie cosmétique encore moins. Autant justement dans les produits, les infoproduits, les produits digitaux, c'est ce qui marche le plus et c'est ce qui est le plus utilisé. Autant dans la cosmétique, c'est très peu exploité parce que les entreprises, justement, elles n'en font pas leur priorité. D'ailleurs, lorsque je me suis spécialisée dans ce domaine-là, je me suis abonnée à énormément de newsletters de marques de cosmétiques françaises. Et je me suis rendu compte que des marques de cosmétiques qui sont bien établies, je ne parle pas d'une marque qui vient de débuter, non, des marques de cosmétiques qui sont bien établies n'envoient aucun email, zéro. Pourquoi? Parce qu'elles n'en font pas leur priorité. Les marques de cosmétiques préfèrent justement mettre plus d'efforts sur des stratégies payantes, sur Instagram, sur toutes les stratégies payantes qui existent, sur les réseaux sociaux en tout cas, mais elles n'utilisent pas l'email marketing. Pourtant, on a vu il y a quelques jours là, Instagram a suspendu des comptes de plusieurs comptes. Plusieurs comptes. Et donc ça montre quoi? Ça montre que notre profil sur les réseaux sociaux, il ne nous appartient pas à nous. Et que justement, le réseau social en question, il peut fermer notre page du jour au lendemain. Et donc ça, c'est très risqué. C'est très risqué de mettre ses œufs dans le même panier. Et c'est pour ça que c'est important de miser sur l'email marketing parce qu'une liste email, c'est une liste qui vous appartient. C'est une liste qui est à vous, personne ne pourra la prendre et vous pourrez communiquer. C'est un canal de communication qui est à vous, que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Et en plus, il y a plein de trucs sympas que vous pouvez faire. Par exemple, la personnalisation, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le nom de la personne. Bonjour Najla, une offre pour toi Najla, par exemple. Déjà, ça aide la personne parce qu'elle a l'impression que cet email, il est destiné à elle uniquement, alors que bon, c'est tout ce que c'est pas le cas. Et aussi, on peut également segmenter, c'est-à-dire envoyer des emails à des types de personnes et pas d'autres, en fonction, par exemple, de leurs habitudes de consommation, de ce qu'ils achètent, etc. Donc c'est très important de mettre en place l'email marketing. Et malheureusement, en cosmétique, il n'est pas très utilisé. Il y en a qui le font. Donc, je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup qui faisaient zéro, aucun email. Il y en a qui le font, mais c'est fait de la mauvaise manière. C'est-à-dire que le temps utilisé, il est très vendeur, il est très promotionnel et il n'inspire pas du tout confiance. Quand je vous parle de temps commercial, temps promotionnel, je vous parle de ça. Je vous parle de ça. C'est de ça que je vous parle. Et s'il vous plaît, si vous voulez mettre en place une stratégie email marketing, évitez. Évitez évitez la vente agressive.
Ça marchait à une époque, mais là, c'est plus possible. Éviter les j'achète, les très urgents, les réponses d'email, les réductions, offres promotionnelles, rabais, en fait, tout ce jargon-là, en fait, il bloque la personne, il lui donne pas envie d'acheter. Et, et il faut savoir aussi que ce jargon-là, il passe en spam. Donc, peut-être que la première fois, il sera dans la boîte de réception. La personne, elle va cliquer. Ça, elle ne sera même pas intéressée. Et à partir de là, tous ces emails-là vont passer en spam. En email marketing, Google est très vigilant par rapport au Gmail, pardon, est très vigilant par rapport aux mots qui sont utilisés. Et il y a plein de mots qui sont bannis. Donc, dès que l'algorithme détecte ces mots-là, ça passe direct en spam. Et c'est dommage de griller sa boîte mail comme ça. Donc, il faut éviter ce genre d'expression-là. Donc, tu peux passer, s'il te plaît. Donc, alors, j'ai beaucoup cherché. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai beaucoup cherché sur ma boîte mail pour vous trouver un email, euh, un bon email, un bon exemple d'email. Et j'en ai trouvé un. C'est de la marque Solution. Et déjà, l'objet d'email, c'est un objet qui est vraiment bien. C'est les résultats avant-après, ni plus ni moins. Pourquoi cet objet d'email, il est bien? Parce que il donne envie d'en savoir plus. Il attise la curiosité. On se dit, j'aimerais voir ce que c'est. Est-ce que c'est avant, après, il est flagrant ou pas? En fait, ça donne envie de la personne de cliquer. Ensuite, directement sur la page, on voit un témoignage client. Pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, les histoires des clients, elles sont tout aussi importantes que les vôtres, parce que ça permettra à la personne de s'identifier au client qui est satisfait. Donc là, Margot, elle dit que le soin il était efficace, nourrissant, correcteur d'imperfection, régulateur de la peau, il n'y a plus de rougeur et il y a moins de cicatrices. Donc on commence déjà avec ça. Et ensuite, il y a effectivement un avant-après qui est plutôt flagrant, je dirais, et c'est un avant-après en photo. Donc on voit bien qu'il y a moins d'irrégularités, que le teint est plus unifié, que les imperfections ont été atténuées. Et on voit aussi à côté un témoignage. Elle dit que sa peau elle est plus douce et qu'elle ne s'en passe plus de ce produit. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir à gauche, il y a mentionné que la photographie n'est pas retouchée. Parce que oui, il y a des marques malheureusement, qui retouchent les photos, qui retouchent les avant-après. Et là, le fait de dire que que les photos ne sont pas retouchées, en fait, prouve que justement, que les résultats sont vraiment efficaces, quoi. Et ensuite, en bas, il y a une liste de bénéfices, c'est-à-dire que le produit est purifiant, équilibrant, cicatrisant, et il combat les points noirs, les imperfections. Il permet de resserrer les pores, lisser les grains de peau et les boutons. Et là, ce qui est bien, c'est l'appel à l'action à la fin. Ce n'est pas un appel à l'action qui est agressif. C'est pas acheter, commander. C'est plus je découvre. Et un email comme ça fonctionne mieux sur le long terme qu'un email que le type d'email que je vous ai montré tout à l'heure avec des promotions exceptionnelles, moins 50% partout, etc., etc. Donc voilà. Donc pour que vous puissiez justement rédiger des emails qui cartonnent, alors vous misez sur des objets qui titillent la curiosité du lecteur. C'est très important la curiosité parce que 80% des emails qui sont ouverts, ils sont ouverts juste à la lecture justement de l'objet. C'est pour ça qu'il faut tout miser sur l'objet. C'est comme par exemple, je vous ai dit que j'étais sur LinkedIn. Sur LinkedIn aussi, lorsqu'on publie du contenu, 80% se fait à l'accroche. Et je l'ai remarqué sur mes statistiques d'ailleurs. C'est la première phrase, qui définit les résultats. Est-ce que la publication fera un top ou un flop? C'est pareil dans l'email marketing. L'objet est très important. Misez à fond sur la curiosité. Mettez en avant, comme je vous ai dit,
les histoires de vos clients qui sont satisfaits, comme cet exemple que je viens de vous montrer. Mettez en avant votre histoire aussi. Comme je vous ai dit, pas votre histoire très personnelle, mais votre histoire en tant qu'entrepreneur, les coulisses de votre marque. Essayez d'incorporer des photos, essayez d'être... en fait, adopter un ton qui soit humain. Les gens cherchent... aujourd'hui, les gens cherchent l'humain parce que les produits, il y en a plein, mais les gens cherchent à nouer cette relation avec justement leur marque favorite. Et c'est ça qui va vous faire acheter sur le long terme. Donc, faites ça. Et surtout, en email marketing, il ne faut pas essayer de vendre dès le premier email. C'est une relation long terme, on va dire. Vous allez récolter ce que vous avez semé sur le long terme. Donc, au début, vous pouvez, comme je vous ai dit, raconter vos histoires. Raconter vos histoires, les coulisses, etc. Sans parler de votre produit. Parlez juste de votre marque en général, sans mettre un appel à l'action pour aller acheter. Rien de tout ça, juste un email pour vous découvrir. Au fur et à mesure de ces emails-là, vous pourrez introduire petit à petit justement des emails dans lesquels vous vendez. Et avec tout le travail qui a été fait avant, la personne, en fait, elle aura suivi toute l'histoire, elle aura vu les coulisses de votre marque, elle aura suivi l'histoire de votre marque, donc elle sera plus apte à acheter chez vous que chez un concurrent. Donc, donc voilà, et éviter la confusion. Au moment de parler de votre offre, il faut que ce soit clair. Clair comme... En fait, si on montre ça à un enfant de 10 ans, il faut qu'il comprenne. Si votre enfant ne comprend pas l'offre, c'est qu'il y a un souci, vraiment. Il faut que ce soit le plus simple possible. Utilisez des termes qui ne soient pas techniques, des termes très simples à comprendre et une offre qui soit très, très claire, très précise. Alors, on vend ce produit-là, il y a une réduction de X temps, point. Voilà. Directement sur le site, valable 2 temps, valable... donner la limite de temps aussi, c'est important de donner la limite du temps et éviter que la personne soit confuse. Parce que à la moindre confusion, la personne elle va quitter votre email sans avoir acheté. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, évitez au maximum les termes très commerciaux, acheter, rabais, promotion, urgent. C'est des mots qui grillent votre liste email. Ça veut dire griller sa liste email, ça veut dire que au premier email qui passe en spam, tous les autres vont passer en spam. Et c'est dommage de faire ça. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? On a fini notre présentation. Est-ce que vous avez des questions? Merci Najla. Allez-y. Plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions. Soyez pas timide. Hmm. Ne soyez pas timide. Je suis là pour ça, pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, j'ai abordé les points qui sont, à mon sens, essentiels, surtout pour l'industrie cosmétique. Après, il y a d'autres points que je n'ai pas abordés. Donc, si ça vous intéresse, le copywriting, si vous voulez en savoir plus, allez sur mon profil LinkedIn, ajoutez-moi. Je publie du contenu 3 à 4 fois par semaine. Tous les jeudis, je publie une analyse d'un contenu spécial beauté. Donc, ça peut vous donner des idées, ça peut vous éviter de faire certaines erreurs que je vois passer. Et si vous avez, peut-être que là, vous n'avez pas de questions, mais entre-temps, si dans la journée ou peu importe si vous avez des questions, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, me poser des questions en privé. Je réponds à tous mes messages privés. On peut avoir votre LinkedIn, la première page, s'il te plaît, comme j'étais là. Et j'en profite, quelles sont les prestations du coup que vous proposez aux marques? Alors, je propose une prestation justement de copywriting, c'est-à-dire que je rédige les textes
quand je dis texte, c'est-à-dire les textes que j'ai montrés, c'est-à-dire la page produit, les emails, la page à propos avec du storytelling bien sûr, et les publicités Facebook également. Je rédige ça. Ça, c'est pour les marques, comme je vous ai dit, qui sont déjà un peu avancées, qui font des ventes, leur offre elle a été validée par le marché. Il y a des clients qui sont satisfaits par le produit. Donc, ça, c'est mon premier service. Ensuite, j'ai un autre service, c'est-à-dire que j'accompagne les marques qui vont se lancer. Je les accompagne pour une stratégie marketing qui soit efficace, qui soit différenciante, avec une proposition de valeur qui soit vraiment unique sur le marché et pour que justement les bases du marketing soient respectées. Que les bases du marketing soient respectées et que pour qu'ensuite, justement, tout soit fait correctement. Ensuite, on pourra optimiser avec du copywriting. Donc, il y a deux services. Le service où je rédige, donc mon service classique de copywriter beauté. Et ensuite, il y a le service où j'accompagne justement les marques qui se lancent. Je les accompagne, on programme des journées entières où on est ensemble, où on travaille ensemble la stratégie marketing, où je donne le plus de conseils possible, où j'aide au maximum et voilà. Donc, Et comment ça se passe merci Najla. Oui, comment ça se passe de manière concrète? Parce que il y a un point aussi qui m'a interpellée tout à l'heure. Tu disais, quelqu'un qui vous pond, entre guillemets, quelque chose en 24-48 heures, c'est qu'il n'a pas fait les due diligence, il n'a pas fait le travail nécessaire. Et tu disais qu'il faut aller 4 semaines. oui, C'est-à-dire que toi, tu te mets dans les chaussures de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse, et tu fais tout ce travail de préparation. c'est Voilà, ça. comment ça se passe? Mais tu peux l'avoir fait, et c'est pour ça que tu es spécialisée, tu peux l'avoir fait déjà de manière, voilà, en amont, parce que tu connais, voilà, tes expertises, experte dans le secteur, et du coup, ça met pas forcément 4 semaines. Ça dépend, non, ça dépend du produit, ça dépend de Mhm. l'industrie cosmétique. Il y a plein de produits divers et variés, donc il faut. Alors, je vous explique comment ça marche Oui, pour. comment ça marche? Alors, en fait, moi, lorsqu'on me contacte, je donne un formulaire à la personne pour qu'elle puisse y répondre. Donc, dans ce formulaire, Kodo, tu l'as vu en plus, le Oui. formulaire, c'est un formulaire où il y a des questions sur vos attentes par rapport au copywriter, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez. Déjà, pour filtrer, ça c'est un premier filtre parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas ce que c'est que le copywriting. Donc, j'essaie de filtrer au maximum pour éviter de perdre mon temps comme de faire perdre du temps à la personne en face. Donc, si la personne n'a pas besoin de copywriting, si je me rends compte, si je m'aperçois que la personne n'a pas besoin de copywriting, je prends un appel court avec elle où je lui explique qu'elle n'a pas besoin de copywriter et que je la conseille au maximum. Si elle a besoin, si elle est en manque de trafic, par exemple, je dis alors là, vous n'avez pas besoin de copywriter, c'est pas moi qu'il vous faut, c'est un traffic manager. Donc, la personne en face, je lui propose, par exemple, un de mes collègues que je connais, en qui j'ai confiance, pour qu'il puisse prendre en charge cette partie-là, ou en tout cas les mettre en relation. Ça, c'est pour la personne qui pensait avoir besoin de copywriting, mais qui n'en a pas finalement besoin. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, si une personne a vraiment besoin de copywriting, là, c'est-à-dire je lis les réponses aux questions, etc., on programme un appel. Durant cet appel, je pose plein de questions à la personne pour réellement comprendre ses attentes, qu'est-ce qu'elle cherche, l'objectif final qu'elle veut atteindre, quels sont les moyens qu'elle veut mettre en place. Je pose beaucoup, beaucoup de questions par rapport à ça pour être sûre que je sois en fait la personne idéale, que le service que je vais proposer est adéquat à 100% pour cette personne-là. Donc, lorsque je pose toutes mes questions, lorsqu'on échange, etc., là, c'est là que je vois si la personne a besoin de... Quel service, en fait, est plus adapté pour elle. Est-ce que, par exemple, le texte qui est déjà rédigé sur son site, on peut ajouter quelques améliorations, mais dans l'ensemble, il est bien. Donc là, je propose un service, justement, où je retape, entre guillemets, ce qui est déjà là.
Ensuite, je regarde aussi si, par exemple, si c'est pas très bon du tout et qu'il faut tout refaire de A à Z, là, je lui propose de tout refaire, en fait. Que ce soit la page à propos, si le storytelling, il est pas top, si l'histoire n'est pas assez bien racontée. Que ce soit justement les emails, prendre en charge toute la partie email marketing. Donc là, si avec la personne en face, on est d'accord, entre guillemets, on signe le contrat, etc., là, on réserve un appel. Ça, c'est un appel après, où en tête-à-tête avec l'entrepreneur, je lui pose une série de questions. Ça s'appelle, j'appelle ça l'interrogatoire parce que c'est un appel qui Ah dure oui. très longtemps. Oui, vraiment. C'est un appel qui dure très longtemps. Des fois, on fait ça en 2 sessions. Des fois, c'est une longue session. Ça prend entre 2 et 3 heures. Ça peut faire peur pour certains, mais pour moi, c'est essentiel. En fait, il faut que je sois dans la tête et dans les baskets de l'entrepreneur que j'ai en face. Donc, c'est très important pour toute la suite du travail qu'il y a à faire. Donc, on fait cet appel-là. Ensuite, moi, de mon côté, je fais des recherches par rapport au marché, par rapport aux concurrents directs et indirects de l'entrepreneur en question. Donc, je rassemble toutes mes recherches, je me note tout ça, etc. Ensuite, comment dire, je mets en place justement la proposition de valeur unique. La proposition de valeur unique, c'est qu'est-ce qui te rend unique, toi, des autres? Qu'est-ce qui te démarque? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Et donc, je rédige ça, je rédige l'idée que j'ai en tête. Ensuite, je fais un appel avec l'entrepreneur en question. On valide ensemble toutes les recherches, je lui dis toutes les informations que j'ai trouvées. Et ensuite, je lui annonce justement l'angle d'attaque, on va dire, avec lequel je vais commencer mon travail de rédaction. Il le valide ou non. Jamais. De toute façon, tous les projets que j'ai eus, ça a toujours été validé. Donc, mais on va dire qu'on en parle. Donc, lorsque c'est validé, là, à partir de là, je commence la rédaction, que ce soit des emails, de la page à propos, peu importe le livrable. Donc, je fais une rédaction. On se fait un appel Zoom avec l'entrepreneur dans lequel j'explique tout, phrase par phrase, pourquoi cette phrase elle a été mise, pourquoi ça n'a pas été fait. Je mets en fait en détail, j'explique, je défends mon texte en fait, on va dire. Donc, je défends mon texte et à partir de là, on voit si c'est validé par l'entrepreneur ou au contraire s'il a besoin de faire certaines modifications. S'il y a besoin de faire certaines modifications, je remodifie, je réédite, on refait un autre appel justement pour défendre ma copie. J'aime pas dire ça, mais c'est le terme le plus clair. Et ensuite, je donne je donne la prestation, justement, je donne le livrable à la personne. La personne, elle le publie. On laisse à peu près, ça dépend si c'est par exemple la page à propos, si c'est les emails, mais généralement, on laisse entre 1 et 2 mois pour voir les premiers résultats sur les ventes, sur les taux de conversion, sur les taux d'ouverture d'email, etc. Ensuite, on fait un appel. Et ça, c'est l'appel avant-après. C'est-à-dire qu'on compare les résultats avant ma prestation, on compare les résultats après pour voir l'amélioration qu'il y a eu. Et ensuite, à partir de là, on voit ce qu'on peut faire justement pour... Parce qu'une page à propos, c'est un projet one-shot, c'est-à-dire en une seule fois, on le fait une seule fois, il est là pour plusieurs années. L'histoire, elle ne va pas changer. Par contre, les emails, c'est un service justement sur du long terme. Donc, si c'est des emails, on voit ce qu'on va faire pour les prochains emails, etc., etc.
Et juste un truc, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure pendant les emails. Les emails, c'est la régularité. Peu importe le rythme que vous allez adopter pour les emails, le plus important, c'est d'être régulier. Que ce soit un email par semaine ou 3 emails par semaine, peu importe. Le plus important, c'est la régularité. Il ne faut pas envoyer un email tous les 6 mois parce que la personne vous aura oublié, elle aura fait sa vie de son côté. C'est juste un petit point comme ça qui me vient en tête en parlant d'email. Voilà. Merci. Moi, Avec plaisir. j'ai une question concernant ton... Bon, j'imagine que peut-être les offres vont être personnalisées, mais tu pourrais nous donner une ordre de prix de tes prestations, que ce soit la prestation de, par exemple, de storytelling à propos, la prestation d'emailing, à peu près. Alors, les prestations qui coûtent le plus cher, c'est les prestations d'emailing et de page de vente. C'est des prestations qui coûtent entre, je vais vous donner une ordre d'idée, mais en tout cas, c'est à 4 chiffres, c'est sûr. D'accord, OK. C'est des prestations à 4 chiffres parce que... Page de vente, c'est les fiches de produits. Alors, C'est ça? non, les pages de vente, c'est autre chose. En fait, les pages de vente, c'est une page fiche produit, mais qui est uniquement pour... en fait, c'est une grosse page où on vend qu'un seul produit. Et ça, généralement, c'est pas pour les marques de cosmétiques où il y a plusieurs produits, c'est les marques où il y a un seul produit. C'est les marques où il y a un monoproduit, en fait. Ben, moi, ça m'intéresse parce que j'ai un seul produit. C'est pour ça que je trouve ça... Ah, d'accord. J'ai un seul, enfin, pour l'instant, je suis monoproduit parce que je veux être leader sur ce type de produit. Mais oui, OK, d'accord. D'ailleurs, c'est une bonne stratégie de commencer de rentrer sur le Ouais. marché un seul produit. Ça limite la casse. Mais oui. Donc, pareil, pour une page de vente aussi, c'est à 4 chiffres. D'accord, donc page de vente, mais du coup, c'est la rédaction de la fiche produit, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est pas une landing page dont vous parlez? Ouais. C'est un genre de landing page, parce que je sais qu'il y a il y a les gens qui ont juste un produit, ça c'est idéal pour eux, mais il y a aussi les gens qui mettent en place une campagne promotionnelle ou en tout cas ils veulent activer un certain produit et exprès pour ce produit, ils créent une landing page dédiée à ce produit pour valoriser un maximum le produit avec derrière toute une tactique avec des publicités ou des choses comme ça qui mènent directement vers cette page. Je ne sais pas si c'est de ça dont vous parlez, mais j'ai vu ça et apparemment ça fonctionne bien d'avoir ce genre de stratégie. Ah bon? Okay. Bah après, c'est une question, hein. Je ne sais pas si ça marche ou pas, mais... Ça fonctionne extrêmement bien, les pages. En fait, c'est une page où on défend un seul produit uniquement. On mise tout dessus parce que le problème avec les fiches produits, c'est que il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de détails, il n'y a pas assez de témoignages, il n'y a pas assez de beaucoup de choses. Donc, mais comment on l'incorpore en fait Oui, cette page ça. comment on l'incorpore sur le site web? Parce qu'en fait sur les sites web standards en général il y a l'accueil et après il y a le shop, la boutique ou truc ou sur la page d'accueil il y a le produit, on clique dessus, ça ramène en fait sur la page produit et sur la page. En tout cas c'est comme ça sont construits la majorité des CMS en fait. Et du coup, on arrive sur la page avec le produit, avec le descriptif produit, etc. Mais d'après ce que j'entends là, c'est pas ça. C'est un truc particulier. Je ne sais pas comment. C'est un truc encore différent. Ouais. Comment on l'incorpore sur le site? Ouais. Luna, vas-y. Hein. Ouais, je peux me permettre. En fait, c'est pas une page que tu trouves dans une rubrique de ton site. Je te donne un exemple. Tu as une campagne sur ton produit. Toi, c'est des fonds de teint, hein, c'est ça? C'est des bébés crème. Ouais. Donc, par exemple, tu veux tester plusieurs choses, admettons, plusieurs discours produits, ou tu as une promo un peu particulière. Alors, on va utiliser une influenceuse, allez. On se dit que tu fais une campagne d'influence. L'influenceuse, tu lui donnes un lien, et en fait, ce lien va mener directement à cette landing page
Comme ça, d'un côté, c'est bien parce que tu peux mesurer l'impact de ta Ouais, campagne. l'engagement, ouais. Et en plus, tu peux valoriser des arguments bien spécifiques par rapport à ta campagne. Tu vois, je dis n'importe quoi, c'est la période de la Saint-Valentin, bah, tu Mhm. mets en valeur cette période-là, ou voilà, je dis n'importe quoi. Mais c'est pas une page que tu trouves dans Sur une le site. de D'accord. ton... Vous êtes sur Shopify? Non, je suis pas sur Shopify, pardon. Je suis sur WordPress avec un CMS. Le site, on le développe, en fait. Je voulais D'accord. pas Ok. les sites déjà faits, en fait. Alors, sur WordPress, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, sur Shopify, je sais que c'est possible cette option-là, Oui. d'avoir une seule page. Justement, pour une influenceuse, on peut personnaliser le lien. Ouais. Donc, c'est un lien juste pour elle. Et en fait, ça permet de voir les statistiques de cette influenceuse-là. Parce que généralement, les marques, quand elles font appel à des influenceurs, ne font pas appel qu'à une seule, font appel à plusieurs. Oui, une campagne sur plusieurs. D'accord, ok, c'est ça dont vous appelez page de vente. Ok, C'est ça, oui, c'est ok. une page où il n'y a qu'un seul produit, une grosse page où il n'y a qu'un seul produit. Ok, d'accord. Mais c'est dommage qu'on ne peut pas l'utiliser sur le site après. Bon. Sur WordPress, tu peux, je sais pas comment, je Ouais. t'avoue, mais tu peux faire ce genre de choses aussi sur WordPress. Mais je sais pas comment, là, niveau technique, je sais pas. D'accord, ouais. Tu n'as pas d'exemple de marque qui a ça, non? Je réfléchis, mais ouais, non, c'est pas WordPress. Ouais, ok. Bon, je me renseignerai. Enfin, Ouais, j'essaierai de voir en fait comment ça sort. En fait, j'ai pas envie- je comprends le principe, mais comment ça apparaît, c'est là où j'ai. Bah, Et après, là, le truc que tu peux utiliser, mais je sais pas quel problème ça peut causer, le fait que ça soit pas du tout, que ça soit pas lié à ton site, mais tu peux utiliser des outils comme Instapage, des choses comme ça. C'est des outils dédiés pour créer des landing pages, entre guillemets, un peu jetables, ou en tout cas que tu sais que tu vas pas forcément garder ni garder. Mais ça, je sais ok. pas comment je perds mes mots, du coup, ça s'imbrique avec WordPress, pour le coup, ça, je sais Ok, pas. ça marche. Ok, merci. C'est Merci. gentil. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Comme je vous ai dit, si vous avez des questions dans la journée, demain, peu importe, vous pouvez Voilà. m'envoyer un message en privé. Je réponds à tous mes messages. Merci beaucoup, Najla. Avec grand plaisir. C'était très rafraîchissant. C'était bien de pouvoir parler de ce sujet-là et je suis contente qu'on l'aborde parce que effectivement, dans la communauté, il y a beaucoup de personnes qui commencent ou qui écrivent déjà ou qui se posent ces questions. Et l'idée, c'est de savoir comment se distinguer, comment vendre. Et je suis persuadée que le copywriting et toutes ces techniques, ça en fait partie. Et tu as abordé aussi des sujets qui seront l'objet d'un autre atelier là pour les membres. Tu as parlé d'émotions et de biais. Oui. Et on aura bientôt, je le rappelle là pour les filles, on aura bientôt un atelier avec une coach où on va aussi parler de ces sujets-là, de neurosciences et des émotions et de tous ces biais. Et c'est très, très important à prendre en compte. En plus, on vend des cosmétiques, hein, on ne vend pas des perceuses ou voilà, d'autres sujets. Là, c'est très différent. On vend des cosmétiques et là, je trouve, à bien aborder ces sujets-là de l'impact d'un produit, de l'image, de ce qu'on renvoie. Et c'est important de tenir compte de ça quand on va prendre nos décisions d'achat et quand on veut convaincre aussi pour vendre à ses clients, quoi. Donc, merci aussi pour cette transition-là, ce lien-là. Ça fait vraiment sens. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner et comment concrètement ça peut générer du chiffre d'affaires. Et Najla, j'en profite. Est-ce que tu pourrais envoyer des exemples de tes productions, si c'est Oui. possible? Parce que, bon, c'est peut-être pas... Alors, Peut-être tu peux dépersonnaliser peut-être, mais ça en retire aussi beaucoup de l'identité. Mais est-ce que c'est possible que tu m'envoies ça et je transfère aux membres? d'accord, je vais faire Un ça. ou deux exemples, voilà. D'accord, je vais un peu cacher, on va dire, pas l'identité, mais Oui, voilà. voilà. Si tu dois dépersonnaliser, on comprend, hein, mais
Parce qu'il y en a certaines qui n'aiment pas Mais oui, que j'annonce que je suis leur copywriter. on comprend tout à fait, hein. C'est comme pour les écrivains, voilà, la littérature, il y a peut-être un tabou, je ne sais pas si on peut dire ça, mais est-ce qu'il y a de ça aussi? Pas un tabou, mais déjà que copywriter dans la cosmétique en France, honnêtement, j'en ai pas vu, vraiment. On m'a souvent dit que j'étais la seule, en fait, à qui ils pensaient, quand ils pensaient au... Vous m'entendez? Oui, Allô? oui, vas-y, on t'entend. Moi, je t'entends. Est-ce Oui, que tout le monde donc m'entend? je disais que tous les clients qui viennent vers moi me disent que je suis la seule qui suis nichée ici dans la cosmétique. Et en fait, vu que c'est un domaine qui est concurrentiel et que pas tout le monde justement utilise le copywriting, en fait, ils aiment pas que je dise que je suis leur copywriter pour éviter d'être la copywriter de toutes des marques concurrentes en fait. Ok, c'est compris. Donc, voilà, s'il faut dépersonnaliser, n'hésite pas. Oui, je ferai ça. Je Super. t'enverrai ça. Merci beaucoup. En tout Merci à cas, tous. c'était un plaisir d'animer cette masterclass. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je vous ai dit, mon LinkedIn, il est là. Quand vous voulez. Super. En tout cas, j'espère que vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui par rapport au copywriting et surtout de certaines techniques justement que vous Oui, pouvez implémenter oui. pour vous différencier. Ça titille bien, en tout cas, ça c'est sûr. Ça interpelle beaucoup. C'est très intéressant. Oui, Merci beaucoup à toutes et portez-vous bien. Passez une très belle merci à journée. vous. Au revoir. Merci, Najla. À Merci, bientôt. Najla. Merci. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir. Salut, Najla. Salut, À c'était bientôt. super, super. Merci Merci Coco beaucoup. déjà pour Merci à toi. Merci et, à toi. Et à bientôt alors à Marseille. à bientôt à Marseille. Ouais, je te ferai un retour des filles et puis on partagera les infos. Il ne faut pas hésiter à me solliciter pour quoi que ce soit. Je savais pas, il faut que je t'envoie peut-être une presse à jour sur notre association, sur ce qu'on fait. Et voilà, si tu as des questions, vraiment, tu n'hésites pas. Ah oui, ça marche. Et si vraiment de manière générale, peut-être que tu as envie qu'on travaille sur un partenariat, quelque chose de plus pérenne, s'il y a plusieurs personnes qui se disent intéressées, il ne s'agit pas de dévaloriser ton business, hein, mais peut-être qu'il y a des choses en termes de groupe, un effet de masse qui peut jouer. Et si ça te dit de proposer quelque chose de spécial pour nos membres, voilà, quoi. Je vais voir ce que ça donne et on pourra en reparler. Là, je sens que ça titillait. Et beaucoup sont dans ces interrogations. Je t'ai dit qu'on a fait un atelier avec Google, ou 2 ateliers sur 2 sujets différents. On a abordé plein de choses comme ça, même le marketing, le why, les personas, tout ça. Et, c'est une suite logique, donc il y a peut-être des choses intéressantes à faire en termes de business. Oui. De toute D'accord? façon, on garde contact sur Oui, LinkedIn. bien sûr. Ouais, j'aime bien voir ce que tu fais en plus. Donc, et moi, sur LinkedIn, c'est vrai que c'est par période, mais c'est très intéressant comme outil de veille, de recherche, de partage de connaissances. Donc, je vais essayer d'y aller plus. Oui, ça D'accord? marche. Allez, bonne continuation et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Salut Najla. Salut.